Mademoiselle, Monsieur, à Ésotérisme expérimental. Et oui, les décorations de Noël sont déjà installées dans l'arbre juste devant le mont Saint-Hilaire, à l'œil. Et de l'autre côté de la rivière Richelieu, c'est le mont Saint-Hilaire. Où est-il passé, le mont Saint-Hilaire? Étrange, hein? Alors, c'est pour le vidéo rendu du samedi soir, le samedi 5 décembre, le numéro 49. Animation, conception et montage Richard Glenn. Notre invité cette semaine, Manon Hébert, directrice d'un centre de yoga et pilates. Du yoga au yuga. Le yuga, ce sont les cycles, les périodes de temps annoncées par la tradition orientale, qui vient avec le yoga et le pilates. Ne manquez pas d'aller lire le complément surprenant de Gilles Surprenant dans le Forum Hollandia pour en apprendre encore beaucoup plus, avec beaucoup d'informations complémentaires. Et à la réalisation, comme à l'habitude, Geneviève, bien connue ici sous le nom de Spirale. Bonne écoute. Eh bien oui, aujourd'hui, on va essayer de faire une émission éclectique. On va toucher à plein de sujets pour se faire un cadeau dans tous les domaines qui vous intéressent, qui intéressent sûrement quelqu'un d'autre autour de vous. On va parler du phénomène extraterrestre, on va parler du côté ésotérique, on va parler de Bernard de Montréal qu'on va entendre un petit peu. On va revenir sur l'émission de la semaine dernière avec Jean Deflore qui a battu tous nos records d'écoute. Hein? On est rendu autour de 25 000 personnes qui ont regardé l'émission numéro 48. On est maintenant au vidéo rendu numéro 49, comme vous l'avez vu à l'entrée. Et oui, il y a beaucoup de choses à se dire avec ce qui se déroule dans le monde. Et j'ai comme invité quelqu'un que je n'ai jamais rencontré de ma sainte vie, mais elle me connaît depuis assez jeune d'ailleurs, puisque à une certaine époque, elle venait aux conférences de Bernard de Montréal, et elle a suivi dans le temps l'ésotérisme expérimental, et maintenant, ben, c'est sur Internet. Bonjour Mona. Bonjour Richard, quel plaisir. Ah oui, ben moi aussi, et puis mon recherchiste Louis Ferland m'a dit, il faut que tu la reçoives, elle traite de tous les sujets, tout l'intéresse. Alors je me suis dit, tiens, c'est un beau cadeau de Noël à recevoir pour le temps des fêtes. On va parler merci de l'invitation, c'est très gentil, merci. En effet, tu as connu Bernard de Montréal à l'époque où on était au cégep de Maisonneuve? Un petit peu plus tard, en fait, j'avais à peu près 27 ans, ça fait une trentaine d'années. Okay. C'était suite à un grave accident d'auto. En fait, ce qui est arrivé, j'étais j'ai toujours été un peu perdue dans la vie jusqu'à mes 25 ans. Ah oui. C'est une quête personnelle, un mal-être intérieur sans trop comprendre ce qui se passait. Et quand j'ai eu un grave accident d'auto à 25 ans, j'ai été frappée de plein fouet par une auto à pied et j'ai pas perdu conscience. Et c'est là la beauté de la chose, c'est là que j'ai eu comme un choc énorme, mais en même temps, ça a comme replacé plein d'affaires, étrangement. Et par la suite, j'ai eu des gros problèmes de corps. J'ai eu des problèmes avec mon corps physique pendant longtemps. Et c'est tranquillement, par hasard, la vie m'a amené à Bernard de Montréal en conférence. À l'époque, quand je l'ai croisé la première fois, c'était plus à Longueuil. Mais j'avais vu des émissions de toi en enregistrement sur la télévision avec Bernard. Oui, du câble, franchement, à l'époque sur le câble Vidéotron. Hein? Exactement. Oui, très longtemps, là. Donc, je t'ai connu bien avant, effectivement. Puis, je comprenais rien de ce que vous disiez, pour être honnête. Et aujourd'hui, est-ce que tu le réécoutes aujourd'hui? J'écoute encore Bernard à l'occasion quand j'ai besoin de monter ma vibration, oui. Et là, tu le comprends aujourd'hui? Ah, totalement. Je comprends tout ce qu'il dit et même de plus. Puis je comprends pas tout probablement parce qu'à chaque fois je me rends compte, je comprends un petit bout que je n'avais pas compris, mais bon. Ah ouais. Puis je comprends aussi des affaires qu'il a dit des choses qui sont pas arrivées puis qui arriveront peut-être pas avant longtemps. Tu sais, il y a quand même. Donne-moi un exemple. Un exemple de ça, quand tu parles de la gérance planétaire, moi je vois pas ça avant bien longtemps. Puis lui il nous annonçait ça dans les années bientôt. Mais moi je pense pas que la gérance planétaire va débarquer avant très longtemps. Qu'est-ce que tu appelles la gérance planétaire? Toi, comment tu interprètes l'expression de Bernard, la gérance planétaire? Ben pour moi, la gérance planétaire, c'est vraiment une jonction entre des énergies extérieures à nous, la Terre, qui viennent en fait venir se joindre à nous pour faire créer un nouveau monde en réalité, ou une nouvelle façon de vivre la vie sur la planète. Mais
J'ai pas beaucoup d'informations là-dessus. À chaque fois que je questionne sur la gérance planétaire, on me répond qu'ils me dévoileront pas le plan, fait que je suis mieux de pas trop poser de questions. Ah, quand tu poses des questions... Le plan ne doit pas être dévoilé. À qui poses-tu des questions, là? Tu m'intrigues? Oh, là, je t'intrigue, hein. Ben, c'est une longue histoire. Après, maintenant, je parle à mon contact, qui est moi-même dans un autre temps. Mais tantôt, on parlait de médiumnité, puis je t'ai dit, oui, j'ai été médium, mais j'ai arrêté. Donc, très jeune, pourquoi j'étais mêlée, c'est que j'étais médium, puis je captais beaucoup de choses, mais je comprenais rien. Je captais les entités. Je connais clairement le plan des entités astrales. Je les entends continuellement depuis que je suis au monde. Donc, ça, pour moi, puis j'étais capable d'entendre des gens penser aussi, une espèce de télépathe que je savais pas que j'étais. Jeune, j'entendais, par exemple, mettons, une de mes petites amies, j'ai 9-10 ans, là, qui me disait, ah, mon âge, je t'aime, puis par en dedans, t'es mon ami, puis par en dedans, ça me disait, c'est pas vrai. Puis ça, je découvrais que c'était réellement pas vrai. Ouais. Ouais, j'avais l'information en même temps que j'entendais. En tout cas, c'était compliqué, c'était vraiment complexe. Pour ça, je dis que, à un moment donné, j'ai découvert que j'étais capable de canaliser les annales akashiques. Ça, le mot akashique, c'est Bernard qui me l'a appris, parce que je savais pas si c'était ça. Mais que j'étais capable de parler de l'avenir des gens, surtout au niveau psychologique. J'étais capable de leur dire où ça bloquait, pourquoi ça bloquait, telle affaire. Mais un moment après le travail avec Bernard, en me rapprochant de Bernard et Daniel Ménard, parce que moi j'ai eu un coach de vie pendant presque 20 ans, privé, Daniel Ménard, que je côtoyais individuellement surtout, en groupe à l'occasion. Décédé, hein? Oui, ça fait déjà 3 ans, je crois. Oui, en janvier. Oui, je sais pas si c'est d'accord. Ben non, ça peut pas être du COVID. Le COVID n'existait pas il y a 3 ans. Je sais de quoi il est mort, mais je suis pas certaine, parce que j'avais plus de contact avec lui les derniers 2-3 ans. Alors, je sais pas. Oh, t'as un chat, mon cher Richard. Tiens, on peut l'entendre? Oh, très bien. Alors, c'est lui qui nous a fait arrêter l'émission la semaine dernière, mais là, il ne nous la fera pas arrêter où on commence, là, hein? Pour moi, il a le goût qu'on arrête tout de suite, lui, là. Oui, c'est ça, là. Alors, finalement, pour faire un lien, c'est que la clairvoyance est devenue de plus en plus claire, qu'il fallait que j'arrête ça, autrement dit. Ah oui, hein? Puis que c'est comme une façon de développer le canal, la verticalité avec le contact qui est nous-mêmes. On a tout ça, en passant, pour moi. On a toute une plug au-dessus de la tête de la glande pinéale qu'on n'a pas toujours activée, qui est pas toujours active, mais qui est là. C'est comme une switch à on, pas off, là. Puis à un moment donné, ben, la switch est mise à on pour moi. Depuis que tu as eu ton accident. C'est ton accident qui a été l'élément déclencheur. Oui, exactement. 25 ans. As-tu passé proche de la mort à ce moment-là? Oui, oui, clairement. Pendant que je volais dans les airs, j'étais sûre que j'étais mort. Je mourrais. Pour ça, c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est que j'ai pas perdu conscience. J'ai été consciente du phénomène tout le long. Et j'ai vu ma vie se défiler comme un film. Comme un film. C'est pas de haut en bas, c'était horizontal totalement. Un film qui a passé. J'ai vu ma vie passer, puis j'ai fait, ça a l'air que ça s'arrête ici. Ben froide, là. Mais j'ai atterri sur le coccyx et j'ai perdu 3 centimètres. C'est là où j'ai eu des problèmes, c'est que j'ai refoulé de 3 centimètres et j'ai eu la colonne tassée pendant des années. Donc, la souffrance est rentrée dans le corps physique aussi. Moi, je viens de la danse, hein. Je viens du milieu de la danse professionnelle. En plus. Professionnelle. Oui. J'ai été formée en danse professionnelle, ballet moderne. Et puis je l'avais l'information aussi, Richard, c'est intéressant. J'étais professionnelle 2 ans avant. Rendu professionnel, ça me disait que je devais quitter, puis j'étais pas capable. Ludmilla Cheriaev, ça te dit quelque chose? Ah ben oui, la créatrice des grands ballets canadiens. Ben oui. Effectivement, une technique russe très intéressante. La danse, ça m'a canalisé pendant 8 ans. C'était une façon de me canaliser. J'avais tellement d'énergie. Après ton accident, tu as continué à danser? J'ai pas pu pendant des années. Ouais, c'est ça. Je me suis battue avec moi, en fait, une autre histoire un peu, je sais pas si ça intéresse les gens, là, mais on décide qu'on veut m'opérer en neurochirurgie. J'avais tellement mal au dos, j'étais à la morphine à diffusion lente à 25 ans à vie. Excusez-moi, je ris parce que j'ai jamais pris de morphine plus que 3 jours. Ah, OK. Parce que j'ai le contact depuis assez longtemps clair, puis ça me disait, coupe, arrête ça immédiatement. Fait que j'ai arrêté parce que ça me gelait trop. Perdre notre tête, c'est pas toujours intéressant. Et ça a été, après ça, j'ai commencé à travailler beaucoup sur comment désamorcer la douleur avec des ostéopathes. Mais moi, la médecine scientifique d'aujourd'hui voulait m'opérer. Et donc, pour fusionner mes vertèbres puis nettoyer les disques qui étaient écrasés, c'est ça le phénomène d'écrasement de vertèbres. Et là, je lui dis non. Mais moi, c'est parce que ça me dit non par en dedans là, que je dis non. J'ai 25 ans. Là, il me dit, madame, faut vous opérer. Je dis non.
Il me dit, ben voyons, c'est pas vous qui décidez. Imaginez ça il y a 30 quelques années, là. Oui, t'étais à contre-courant, hein, ouais. Mettez-en. Et même, j'en shakeais moi-même. Je contenais même pas ce que je disais, là. Faut quand même comprendre que j'avais une conscience plus ou moins développée comme aujourd'hui. Je sais ce que je fais, mais avant, c'était pas clair de même. Mais par en dedans, c'était tellement clair. Non, pas de chirurgie, pas de chirurgie, pas de chirurgie, qu'à un moment donné, le chirurgien me dit, Madame Hébert, c'est pas vous qui décidez, c'est nous. Et moi, je le regarde, je dis, je suis désolée, mais c'est moi qui décide pour mon corps. OK. Et je reviendrai vous voir si j'ai pas d'autres solutions que je lui réponds. Et là, je lui dis, dommages collatéraux, trop importants dans ce que vous me proposez. Mais même là, je comprends même pas ce que je dis. Je suis là, voyons donc, qu'est-ce que j'ai dit là? J'étais comme dédoublée, là. Finalement, plusieurs années plus tard, j'ai là de 25 à 40 ans, 15 ans de travail à retrouver un équilibre dans les 4 corps, hein, parce que le corps physique, c'est un terminal. Oui. Donc, le corps émotionnel, le corps vital, le corps mental, tout aligné ça, parce que l'accident, ça a tout fait éclater ça. Puis j'ai perdu plein d'affaires, la mémoire, il y avait plein d'affaires qui se passaient, je me rappelais même plus comment je m'appelais, je trouvais mes chaussettes dans le frigidaire, c'était fou, hein, dans une période de fou. T'étais pas mariée à ce moment-là, t'étais tout seul? Attendez un peu, là, j'ai eu des bouts seuls, des bouts ensemble, que j'étais toute seule à cette époque-là, oui. Là, on voit sur l'écran, par Skype, là, on voit dans le coin en haut, là, Zanshin Aikido. C'est pas ton nom, ça? Non, c'est le dojo de mon conjoint. Ça, c'est un art martial, l'aïkido, qui a beaucoup aidé ma personne aussi pour me centrer. J'ai découvert l'aïkido à 42 ans. Avec ton conjoint? Avec mon conjoint. Ben, en fait, je tombais, en le voyant, je savais que ça allait être mon chum. C'est une belle histoire. OK. Baisse pas trop ta caméra parce que ça te coupe la tête. Ouais, hein, je me coupe la tête moi-même. Oui, c'est ça, oui. Il faut pas, tu n'as pas perdu la tête. Fait que montre-la. Je l'ai retrouvé. Oui, c'est bon. Et là, tu nous disais qu'avec ton conjoint, là, t'es à Montréal, hein, dans le coin dans Villeray. Dans Villeray. OK. Oui. Puis toute cette démarche-là, en fait, c'est complexe, là, mais toute la démarche que j'ai eue, c'est de retrouver la santé physique, vitale, émotionnelle et intellectuelle, tout aligner ces corps-là. Et ça a passé à travers l'aïkido, le yoga et le pilates. OK. Tu crois-tu ça, avec Bernard de Montréal, évidemment, on a parlé très souvent du phénomène extraterrestre. Ouais. Oui, je crois pas, je suis sûre. Il n'y a pas de croyance là-dedans. Je suis certaine qu'il y a de la vie extraterrestre. As-tu eu une expérience avec ça? As-tu vu des quelques-unes, oui. Quelques-unes. Ah, voyons. Oui, jusqu'à ce que moi, je faisais le voyage astral jeune, fait que, puis je savais pas que ça s'appelait comme ça, là. Ça, c'est encore une fois, c'est Bernard qui m'expliquait ça, puis Daniel Ménard. Parce que je vivais des choses sans les comprendre, mais je faisais des voyages astral jeune, jusqu'à ce que je fasse un voyage qui était très désagréable. Et, je me souviens d'avoir dit, je veux plus jamais faire ça de ma vie. J'ai 15-16 ans. T'es allé dans le bas astral. Ben, je me suis promenée dans le haut et le bas, mais en dernier, c'était dans le bas d'aplomb, là. C'était vraiment pas très beau. Fait que déjà là, je savais qu'il y avait un autre monde. Qui est le monde parallèle de l'astral ou le monde de la mort qui est très bas, puis il y a les plans très hauts spirituels là-dedans. Fait que déjà là, pour moi, consciemment, il y a d'autres formes de vie qui existent parallèles aux nôtres. Est-ce que chez vous, ça parlait déjà de ces sujets-là ou tu étais isolée toute seule dans ton coin? Complètement, je le suis encore. Moi, je viens du lac Saint-Jean, du fin fond du lac Saint-Jean. Ah bon, c'est bon que tu connais tes racines. Ah, le lac Saint-Jean. Attention, le lac Saint-Jean, c'est pas le Saguenay, là. C'est pas le Saguenay, c'est encore plus au nord. Oui, c'est un fief catholique. J'ai été élevée dans la religion catholique, même si j'étais très rebelle. Moi, je viens de Dolbeau, du nord du lac. Ah, bah oui, Mistassini, Dolbeau. T'es au nord complètement du lac Saint-Jean. Des belles rivières, des grands espaces et tout du monde pareil. Bon, et quand j'avais 8-9 ans. Denis Guy vient de là, justement. Oui. Daniel Kem disait des gens du lac Saint-Jean. Daniel Kem. Ça a des gros égos puis ça a des grosses vibrations, ce monde-là. Ah bon. Ben, d'après moi, t'as pas des gros égos à tout casser parce que la semaine dernière, je t'ai demandé si tu acceptais qu'on recule ta venue sur mon émission à cause de l'émission spéciale que j'ai fait avec Jean la semaine dernière, qui est très, très écoutée. D'ailleurs, tu connais, tu l'écoutes? J'adore Jean Deflore et toi ensemble. C'est une belle dynamique, puis je suis très contente de vous écouter. Ça me fait beaucoup de bien, je me sens moins toute seule.
Avec toi, je vais essayer de mettre en pratique une résolution que je vais mettre en pratique à partir de janvier, là, hein, les résolutions du Nouvel An, d'arrêter d'interrompre mes invités. Faut que je les laisse parler jusqu'à temps qu'ils s'épuisent, puis quand ils ont fini de dire un mot, ils n'ont plus rien à dire, là, je pourrais intervenir. Ça a l'air que c'est ça qu'il y en a qui voudraient. Moi, je pensais toujours que j'étais le chef d'orchestre, puis qu'à un moment donné, je joue de la baguette pour dire, hey, OK, on passe à un autre sujet. Là, on passe à un autre sujet. Avec toi, c'est brasse. Depuis le début, là, je t'interromps, on change de sujet. Quand je me dis, on a entendu sur ton expérience d'accident, là, après ça, on s'en va aux extraterrestres. T'as pas l'air d'avoir le goût d'en parler beaucoup? Ben, c'est parce que je peux en parler, mais c'est parce que c'est un sujet que je trouve que les gens sont fascinés. Premièrement, la fascination, ça m'intéresse pas, moi, la fascination. Non. Donc, je suis pas fascinée. Oui, ça existe. On peut en parler. Il y a plusieurs plans d'extraterrestres. J'ai même vu, sur le plateau Mont-Royal, à un moment, je sais pas si les gens vont me trouver folle, là, ou flyée, là, mais c'est comme des fenêtres qui ouvrent, des portes qui ouvrent sur d'autres univers parallèles aux nôtres, très, très proches. Puis moi, j'ai vu des extraterrestres là. On se croise, on se fait des babayes, on se regarde de travers, mais moi, je passe mon chemin, je m'occupe pas de ça. Est-ce qu'ils sont dans le ciel ou ils sont sur le trottoir dans le parc? Non, ils sont ici, puis ils peuvent passer à travers, j'imagine qu'il y a un temps où ils peuvent passer à travers des portes dans le temps, là, je sais pas comment ça fonctionne. Okay. J'ai jamais questionné, mais c'est des mondes très, très près de nous, parallèles à nous, très, très proches. Puis des fois, je les voyais. Pas avec mes yeux physiques, évidemment, avec le troisième œil, là. Okay. Mais je les voyais, puis ils me voyaient, on se regardait. Et t'étais pas sous l'effet d'aucune drogue, là? T'étais pas sous l'effet d'une drogue? Non, je me drogue pas. J'ai essayé, mais ça marche pas avec moi. Même la coke me calme, alors imaginez. Ah, OK. La cocaïne me calme quand ça excite tout le monde, fait que non. Bon, ben, Mona, on va faire plaisir au public. On va écouter un extrait avec Bernard de Montréal où il nous parle justement qu'un jour, l'être humain aura un corps éthérique de plus en plus développé, qui lui permettra de voir ce que nous, on appelle dans l'invisible, là où se tiennent ces êtres-là. OK. Allons-y. Bernard de Montréal. Quelle est maintenant l'intervention actuelle dans les années 80 des extraterrestres? Les extraterrestres, l'intervention des extraterrestres jusqu'à la fin du cycle sera une intervention très, très contrôlée, très sujette à un déploiement à petite échelle. Lorsque les extraterrestres viendront sur la planète Terre, ils viendront à une échelle mondiale. Et lorsque le contact se fera à l'échelle mondiale, ce sera la fin de la civilisation de l'homme. Et c'est à partir de ce moment-là que l'homme commencera à voir et à réaliser qu'il y a au-delà de la planète Terre des êtres en évolution qui valent la peine d'être vécus, connus, avec lesquels il faut communiquer. Et ils passeront des plans invisibles aux plans matériels, se matérialiseront, seront visibles à l'homme. Nous ne pouvons pas voir dans l'invisible. Nous ne pouvons pas sortir de notre corps. Nous n'avons pas le pouvoir de nous servir de notre corps éthérique. Alors nous sommes totalement incapables de même projeter d'une façon réelle ce que l'homme pourra faire au niveau de son évolution. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le pouvoir de notre imagination créative. Bon, et là, tu as compris de ce qu'il vient de nous dire, Bernard? Ah oui. C'est quand même clair. Non, mais... Ben, ce qui est clair pour moi, c'est que le seul extraterrestre que je vais gérer, c'est moi. C'est ça que je veux dire. Mm-hmm. Moi, je considère que les humains, on cherche nos racines depuis tellement longtemps qu'on devrait comprendre qu'on est de souche extraterrestre. Et que cet extraterrestre-là, si un jour je me recroise, moi, c'est ça que je te disais, maintenant, le contact à qui je parle, quand je demande c'est qui, c'est moi. Ça me répond moi. C'est toi dans une autre dimension de vie, tout simplement. Alors, est-ce que pour ça moi, serait ce que Bernard appelait le double, ton double? Oui. J'ai pas de mots pour ça, moi, à part que c'est moi dans une autre vie, mais dans une autre dimension de vie. Oui. Bernard disait le corps éthérique. Oui, ça a du sens. Mais j'évite les langages. J'essaie de pas trop reprendre le langage de Bernard, parce que je trouve que dernièrement, ce que je lis sur les gens du supramental, ils ont l'air à faire une religion de Bernard un peu trop. Puis ça m'agace. D'autant plus que maintenant, les conférences de Bernard sont disponibles même par écrit en PDF. Et des gens commencent à en faire une Bible ou un bréviaire. Là. Ils lisent, puis ils retombent dans le piège du mot, puis alors la lettre tue, et l'esprit les défie, comme dirait le Christ. Hein. Exactement. Toi, le piège des mots, oui. Alors toi, maintenant, tu as de l'air très autonome dans ta pensée, dans ta démarche. L'aïkido, c'est ton chum, là, ton mari qui s'en occupe. Toi-même, t'en fais de l'aïkido? Oui. Et t'enseignes
Dis-nous Mais quelque chose. j'enseigne surtout le yoga et le pilates, moi. J'enseigne pas l'aïkido. Le Mais pilates. j'enseigne. Moi, la première fois que j'ai vu le mot pilates, ça s'écrit Pilate. Comme Pilate, Ah oui! là, Ponce Pilate, là, avec Dieu, avec Jésus, là, le Ponce Pilate, c'est P-I-L-A-T-E-S. Ça veut dire quoi, Oui, des fois, je Pilates? rigole en disant c'est pas Ponce Pilate, mais bien Pilates. Oui, ça veut La dire quoi? technique de Joseph, ben, premièrement, c'est un précurseur d'une technique extraordinaire qui s'appelle Joseph Pilates. C'est un Allemand OK, c'est son de nom. la Première Guerre mondiale, OK. qui a été enfermé en prison de Le Mans à Londres, en Angleterre, pardon. C'est un infirmier, mais lui, il s'entraînait. C'est un malade de l'entraînement, un peu comme. C'est la même histoire que le maître d'aïkido qui a fondé l'aïkido, le fondateur de l'aïkido. Et Pilates, Joseph, je trouve qu'ils ont un peu la même démarche. Des jeunes enfants très malades, souvent malades, chétifs, petits, maigres, fragiles, Et eux, ils ont travaillé sur leur santé et leur physique continuellement. OK. Joseph Pilates, lui, il s'est retrouvé infirmier, puis il faisait de l'entraînement physique, mais en prison, il s'est retrouvé en charge de malades. Et puis, il a commencé à travailler sa propre technique dans un lit avec des tractions. Puis, il a découvert quelque chose parce qu'il y a eu la peste à un moment donné. Puis, les gens qui s'entraînaient avec, pas la peste, la grippe espagnole, pardon. OK. Quand il a découvert que les gens qui s'entraînaient avec lui puis qui travaillaient avec lui sur une base régulière n'ont pas été touchés par cette contagion qui a presque décimé la prison de Le Mans au complet. Sauf Wow. une petite gang. Sauf comment? Sauf un petit groupe de gens avec qui il travaillait. Il était 200-300 à avoir survécu à ce raz-de-marée de... OK. On dit que ça, c'est arrivé dans les années 1917-1920. Hein? Juste après la Première Guerre. Ouais. Et là, on est en 2017-2020. Là. Tu sais? On est 100 ans plus tard, exactement, puis on retombe dans une autre maladie. Là. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ça, là, si on saute d'un sujet à l'autre? Allons-y. COVID-19, tu veux dire? Bon, oui, puis le COVID-21 là, qui s'en vient. Là. Voilà ce que j'en pense. OK, ça répond à ce que tu en penses, un grand rire. Ben, c'est parce que c'est pas une pandémie ordinaire. Premièrement, c'est pas une pandémie. Pour moi, c'est une épidémie qui est créée en plus. Pour moi, puis c'est pas rien que moi. Là, on pourrait se référer au docteur Montagnier qui a été le premier à en parler en France en avril dernier, qui est un virologue, comment on dit ça, un spécialiste en virologie, Oui. qui a 73 ans, qui est à sa retraite, mais qui a encore l'option de pouvoir faire des analyses, qui a découvert que le COVID-19, qui est en fait une manipulation en laboratoire, parce que l'ARN de ce virus-là est combiné avec un ARN de sida, ce qui est absolument impossible dans la nature. H1N1. H1N1, c'est le c'est début ça, il y a de des ça. brins d'H1N1 dans le... Donc, c'est une manipulation. Et Exact. si C'est Montagnier, impossible dans si la Montagnier nature. est capable d'en parler comme ça, c'est qu'il est proche de là où ça a été manipulé aussi. Hein? Tout à fait. D'après lui, ça viendrait de... Pasteur, l'Institut Pasteur. qui est à Paris. C'est ça. Ouais. Puis si les gens, ça les intéresse, qu'ils aillent voir Tal Chalère, qui est un médecin Christian. holistique. Hein? Oui, Christian Talchalet, que j'ai reçu sur mon émission déjà, oui. Lui, ça fait 50 ans qu'il s'intéresse à la vaccination, puis ils ont monté un document que j'ai pas vu complètement, mais qu'on peut retracer avec son nom. Puis si tu veux, tu pourras en parler. Et ils ont tout démontré comment ça s'est construit, cette affaire-là du COVID-19. Ce virus-là existe depuis plus longtemps qu'on pense. Ils l'ont créé bien avant aujourd'hui. Puis ils ont les preuves des brevets de Pasteur, comment ça s'est développé. Donc, moi, je crois pas, je suis sûre que c'est ça. Je suis certaine qu'il y a une intention de rendre le monde malade pour d'autres raisons. Et je l'appelle la pandémie de la peur, parce que c'est plutôt ça l'idée, c'est de faire peur aux gens, les museler, les plier à genoux. D'ailleurs, ce qui me fait dire que j'aime mieux mourir debout qu'à genoux. Oui. Donc, et je le dis ouvertement, je respecte aucune consigne sanitaire, à part quand je veux avoir la paix. Oui, si tu vas dans un magasin d'alimentation surtout, j'ai comme l'impression que tu es mieux de porter le masque, sans ça tu ne rentreras pas, là. Ben, Tu trouves j'ai pas ça? fait l'expérience, mais j'ai pas aimé l'expérience de me chicaner avec le monde. J'ai pas le monde, moi j'ai pas de haine envers l'humain, hein. Bon, oui. J'ai une grande haine pour les forces occultes, mais pas contre l'humain. Jamais.
J'aime pas m'ostiner avec des gens, me prendre la tête avec des gens qui ont peur, je trouve ça triste. Et non pas, je me bats, non. Ça m'intéresse pas, parce que je vois la manipulation derrière, je vois clairement qu'ils sont effrayés. C'est la peur qui fait dire n'importe quoi. Et la peur n'a jamais été de bons conseils dans ma vie, ni dans la vie de personne, je crois. Alors, faut se calmer, respirer par le nez, puis se centrer, puis essayer de se connecter à soi. Si on veut voir comme il n'y a pas de hasard, tu le sais très bien, on n'a pas je crois pas au hasard, je crois que les choses sont bien organisées et même très bien organisées par des plans qu'on voit pas encore. Ça peut être très intéressant de regarder le COVID-19 comme une occasion de se retrouver soi-même. Je comprends pas pourquoi ils n'utilisent pas le thermomètre au laser, là, un peu comme celui ici, là, qui permet juste tout simplement en utilisant le rayon laser de vérifier ton degré de température. Tiens, je te l'envoie dans le front, exactement dans ton front, là. On voit très bien là, que tu as le petit point lumineux dans le front, là. Et tu fais 23,6 tu fais 23,6. Ben, dans le corps humain, c'est 37, oui. Fahrenheit? Je me rappelle. Non, Celsius. Celsius? Oui. Bon, là, je suis en train de me le tirer dans le front, là, pour regarder qu'est-ce que je fais. Toi, combien ça donne? Mais ceux qui font de la température en Asie, même dans beaucoup d'endroits en Europe, on te vérifie ton front quand tu rentres dans un magasin. Et c'est automatique que si tu fais de la fièvre, là, ils te demandent de t'en retourner chez vous. Vous êtes fiévreux, monsieur, madame. Vous êtes en train de combattre un virus, une maladie quelconque, que ce soit la grippe ou que ce soit d'autres choses, mais rentrez pas en public, restez pas avec le monde autour, vous allez tousser, vous allez répandre ce que vous portez en vous parce que vous êtes en train de combattre. C'est radical, ça là, c'est mieux que le masque même. Le masque, c'est bon au cas où quelqu'un te tousserait d'en face puis qu'il y aurait des particules qui arriveraient sur ton masque. Mais dans l'air libre, ça va passer sur les côtés, il y a quelque chose qui va se passer. Moi, avec une barbe, faudrait que je coupe ma barbe. Ouais, mais en même temps, l'immunité collective se développe pas quand on est dans une bulle vide, hein. C'est l'inverse qui se passe. Moi, je suis dans une des techniques, tu sais, tantôt on parlait de la technique Pilates. Une des choses, moi, ça fait comme 15 ans que j'enseigne tous les jours tout seul, là. Oui. Entre 12 et 15 cours par semaine sans m'absenter. Pourquoi? J'arrive même pas à être enrhumée. Parce que je roule sur le dos. Autrement dit, les roulades, tu sais, un jour, si jamais les gens s'intéressent, on lui montrera comment faire. Les roulades sur le dos, dans le dos, de l'occiput jusqu'au coccyx, t'as toute ta colonne, mais là-dedans, il y a un liquide qui s'appelle le liquide céphalorachidien. Que quand tu roules sur le dos, t'actives ce liquide-là, t'actives toute la lymphe, tous les liquides du corps, puis ces liquides-là vont faire quoi? Nourrir ton système immunitaire. L'activer pour qu'il fasse sa job. Donc, moi, ça fait 20 ans que j'ai pas de rhume, j'ai pas de grippe, je t'ai déclaré bronchite asthmatique à 25 ans, à la pompe. Allô? Les massages lymphatiques, ça existe, hein, dans les types de massages, là. Activer les liquides du corps, la lymphe. Le drainage lymphe. lymphatique, c'est excellent, c'est ça. Exactement. Bon. Mais le système immunitaire, l'activer, le nourrir par différentes formes. Il y a l'alimentation qui nourrit notre système immunitaire, mais il y a certains exercices. Absolument. Pas tous les exercices physiques. C'est ça, je veux dire, s'entraîner pour performer, c'est pas s'entraîner pour être en santé, là. Il y a une nuance à apporter aussi. Je rencontre des gens qui veulent que je les entraîne, puis ils veulent se défoncer physiquement. Je suis pas le bon coach, là. Moi, j'enseigne une revitalisation du corps à travers le mouvement. Le corps peut se renouveler dans le mouvement, mais pas n'importe comment, pas n'importe quelle façon. C'était l'approche. Donc, tout ça pour dire que les roulades, en aïkido, tu regarderas dans tous les arts martiaux, ils roulent sur le dos. En judo, on roule sur le dos. Karaté, ils sont toujours debout, mais ça, c'est autre chose. Mais il y a beaucoup d'arts martiaux qui roulent pour préparer les chutes, les roulades, mais ça a une autre raison qui est peut-être pas connue de tout le monde, mais celle d'activer le système immunitaire. Bon, mais dans le passage chez vous, là, faites des roulades. Roulez! Roulez, D'ailleurs, si les gens, ça les intéresse, sur Facebook, j'ai une petite page, ma page personnelle de studio, c'est Yoga, Centre-Cité. Allez sur Facebook, faites une demande pour que je vous rentre dans ma gang. Puis il y a des vidéos, des petites capsules, dont les roulades. Et j'ai mis les roulades. En yoga, on fait des roulades différentes. En pilates, il y a des roulades différentes. Puis en aïkido aussi, il y a des roulades. Mais ça, c'est toujours dans le but d'activer le système immunitaire. Puis ça a d'autres qualités, là. Mais surtout, le système immunitaire. Je vous invite à vous rouler sur le dos.
Très bien. Puis rouler, ça, n'importe comment, ça marche pareil. Alors, on était là-dedans. J'ai perdu un peu le fil, Richard, mais ceci c'était la santé. Je suis content de voir que tu es quand même pratique dans ta conversation. Tu nous amènes des éléments concrets, intéressants, pratiques, et puis tu les pratiques toi-même. Donc, c'est pas juste une théorie. Hein. C'est bon d'être dans le mental ou dans le supramental. Si on peut pas être dans le supraphysique, là, il faudrait que quelqu'un sorte à un moment donné. Ben moi, ce que j'ai toujours reçu comme information, Richard, de mon contact des derniers 20 ans, là, c'est que tout doit repartir de l'intérieur et du corps. Oui. C'est bien beau flotter, là, mais il faut que ça descende dans la forme, ça. C'est de l'intelligence dans de la forme. Le vrai défi, si on veut parler librement, pour moi, le vrai défi de la race humaine, pour la 6e race racine, 7e race racine, ça c'est Bernard qui parlait comme ça, oui. Pour les 4-5 000 ans qui nous restent 4 000 ans peut-être à vivre, c'est de descendre de l'intelligence dans de la forme. Et c'est là le défi, c'est très difficile. Des mondes intelligents hors forme, il y en a plein, dont le supramental. C'est un monde parallèle au nôtre qui vivent sans le corps physique. Mais vas-y, descendre l'intelligence dans de la forme avec toutes les restrictions qu'on a, c'est ça le défi. Et pour moi, ça va être la seule race libre de tous les univers existants et de tous les mondes existants. Quand on dit libre, il n'y a pas de hiérarchie. Il y a une hiérarchie dans le monde astral. Il y a une hiérarchie dans le monde supramental. Ils ont des règles dans ces univers-là. Nous, on va être une race libre. Tu penses? On est libre? Ah, je suis sûr. On va être libre. Pas demain matin, là. Non, pas demain matin. Ouais. Dans quelques milliers d'années. Alors, ça flotte. On flotte. C'est une responsabilité d'être libre. On aime mieux donner la responsabilité au gouvernement, donner la responsabilité aux parents, donner la responsabilité toujours à d'autres qu'à soi-même, de gérer notre liberté. Et c'est là que c'est dangereux, parce que si t'es libre, l'erreur peut arriver. Si on t'a dit, attention, la route est là, suis des pancartes quand on te dit ralentis, ben ralentis. Si tu te fies à rien, puis tu dis, je suis libre, je gère bien comme je veux, tu peux arriver dans le tournant à la dernière seconde un peu trop vite, puis voilà. Effectivement. Effectivement, c'est là où je fais la distinction entre avoir de l'identité puis bien de la personnalité. Il y a une nuance entre avoir une personnalité forte puis un ego fort, on pourrait dire ça de même aussi. Ouais. Mais c'est comme tu dis, le danger, c'est quand tu as trop d'ego, il y a plus d'intelligence. Je peux bien, on a des règles sociales qu'on peut toutes dépasser puis faire n'importe quoi. Mais ça fout le chaos. Avoir de l'identité, c'est être capable de reconnaître qu'il y a des règles communes qui fait qu'on respecte tout le monde puis qu'il y a un ordre. Parce que ça demande de l'ordre dans la vie et non du désordre. D'ailleurs, si on regarde ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce qu'on implante avec la pandémie? Le désordre et le chaos. Pourquoi, non? C'est le bordel! Oui, c'est vrai. C'est vrai, plus on réduit l'être dans sa liberté, plus l'être vibre et voudrait en sortir de ce carcan où on le piège. Mais là, comme tu disais, il faut que tu respectes les règles, les consignes. Si tu vas au magasin, il y a des règles sociales qu'on n'a pas le choix. Je veux dire, ma liberté s'arrête où la liberté de l'autre commence. Donc, tu portes le masque. Donc, quand tu vas dans un magasin, tu portes le masque. Tantôt, tu avais l'air de dire, moi, je suis pas tellement les règles. Au party de Noël, tu vas faire un party chez vous. Ben, je fais ça chez nous. Je respecte les gens qui ont peur de s'exposer. Ouais. Pas de problème. Moi, j'ai pas peur de m'exposer, mais ça veut pas dire que les autres ont pas peur. Fait que les gens sont libres. Moi, je vais faire un party chez nous. Les gens qui veulent venir viendront. J'en ai quelques-uns qui vont venir. Mais quand je vais en magasin, personnellement, je porte le masque pour les autres et non pour moi. Parce que je vois bien la peur chez les gens. Puis ça, je veux pas provoquer. C'est ça, je dis, j'ai pas de haine pour la race humaine. J'ai de la haine pour les forces qui les manipulent. Excuse-moi l'expression, ces tabarnak-là, ils se nourrissent de ça, de la peur de l'humain. Mais tant que les gens individuellement se réalisent pas ça, il faut contenir le temps. Il faut contenir le temps que les gens intègrent ça. Puis chacun son rythme, il n'y a pas de... Je suis désolée, ça ira pas au rythme de l'ego. Tu as aimé beaucoup Jean Deflore, surtout dans les dernières semaines. L'émission de la semaine dernière, la numéro 48, merci Jean Deflore, merci Jean Deflore. Bon, ben écoute. Je l'adore. Alors, comme tu suivais ésotérisme expérimental dans le bon vieux temps sur le câble, on va retourner à une époque où j'étais sur le câble et j'avais reçu celui qui nous a parlé du livre dont j'avais fait un petit peu la promotion la semaine dernière, La dernière valse des tyrans. Monsieur Laurent Bégin qui nous en parlait il y a déjà exactement presque année pour année, là, 30 ans. En 1991,
Et on arrive en 2021, donc il y a 30 ans, ésotérisme expérimental et Laurent Bégin. Exactement, en janvier. Alors, la dernière valse des tyrans, la prophétie, c'est quoi ça? C'est un livre de communication transpsychique. Donné par channeling, reçu par Jésinek aux États-Unis, qui vient de grande entité Ramta en 87. Oui. Alors, qui explique le rôle des puissances là, qui manipulent les gouvernements, qui décident des guerres, y compris celle qui est en cours, qui annonce les soubresauts de la Terre à venir à cause de la pollution. L'opération des puissances de l'ombre qui vont vouloir établir un gouvernement mondial avec une monnaie universelle, une carte de débit et le reste, système qui va réussir et qui ensuite sera abattu. Parce qu'à ce moment-là, ils vont porter atteinte au libre arbitre, à la liberté. Et Ramta nous dit que la liberté et le temps vont ensemble. L'évolution se fait dans le temps. Pour évoluer, il faut être libre, il faut le libre arbitre. Si vous supprimez le libre arbitre, vous venez d'enlever une des conditions essentielles de l'évolution, et dès lors, à ce moment-là, on suspend le temps et tout s'effondre pour ce système, et on repart à nouveau. Puis vous dites aussi que l'argent va disparaître? Oui, l'argent tel qu'on a, mais nos dollars, là, qui viendront, comme vous dites, des dollars canadiens de terre, seront retirés de la circulation. Ce sera de la monnaie électronique. Alors, ceux qui auront caché sur leur matelas des liasses de billets, ça ne vaudra plus rien. Vous ne pourrez plus rien acheter avec ça. Vous savez qu'en Russie, c'était exactement ce qui s'est produit cette semaine. C'est ça. La panique s'empare des épargnants soviétiques. Alors, tiens, les billets de 50 et de 100 roubles sont retirés de la circulation. Et ça, c'est dans le journal La Presse de mercredi 23 janvier 91. Les gens qui ont des billets de 50 et de 100 roubles, c'était peut-être des 500 et des 1000 $, ça n'est plus bon. Alors, ils ont eu 24 heures pour changer leur grosse coupure en petite coupure, puis ils arrivaient aux banques en se faisant dire, oui, mais on n'en a plus. On n'a plus de petites coupures, on a tout donné. Alors, les gens qui avaient accumulé des grosses coupures, ils sont faits. Puis on sait qu'à lors de la dernière guerre, ils ont fait la même chose au Canada. Les grosses coupures ont été retirées du marché. Et surtout pour les capitaux à l'étranger qui venaient de commerce illicite en Russie, qui se sont retrouvés donc dans des banques étrangères. Du jour au lendemain, ça ne vaut plus rien. Ouais. Appelle Saddam Hussein le si faux antéchrist, dans le sens de fourbe, faux, auquel on ne peut pas se fier, là, qui déjoue tous les plans, son intelligence, sa ruse, si vous voulez. Bon, il en parle comme d'un antéchrist. Mais ça ne fait toujours partie que des antéchrists qui sont là avant l'antéchrist, qui lui viendra probablement d'Europe. Je ne pense pas qu'il soit sur le territoire du Moyen-Orient, mais puisque c'est un homme qui a une envergure à la fois politique, diplomatique, après quoi qu'il aura pris le contrôle politique, économique et militaire de la planète, il va vouloir se faire adorer comme le sauveur ou comme le Dieu ou comme le Messie que tout le monde attend. Et là, il sera introduit à Jérusalem dans le temple et il demandera au monde entier de lui rendre un culte. C'est ce que Daniel appelle l'abomination de la désolation qui sera rendue dans le temple de Jérusalem. Et les hommes adoreront jusqu'à son image, etc. Et tout ira très bien pour lui jusqu'au moment où les deux témoins, Élie et Enoch, reviennent sur terre pour le dénoncer, tout en dénonçant les autres gouvernements et toutes les magouilles qui existent sur la terre et tous les scandales, etc. Donc ce sera après la guerre contre Saddam Hussein que tout ça arrive. Oui, parce qu'à mon avis, il faut donc un temps de paix, puisqu'il y a un temps de paix, cette paix-là est proposée par l'Antéchrist, donc ce temps de paix-là qu'on a de la difficulté à évaluer, mais qui précédera le temps de très grande tribulation qui dure 3 ans et demi, là, de la grande bataille d'Armageddon. C'est ça, donc... Mais c'est proche. C'est l'antéchrist final qui, lui, arrive pour nous donner une paix de 3 ans. Oui. Et là, il y aura la confrontation. Une paix de 3 ans, une paix qui ne durera pas longtemps. Et après quoi, ce sont toutes les nations guerrières qui sont convoquées donc, dans la bataille finale d'Armageddon. Là, c'est tout l'Occident, l'Orient, le Moyen-Orient, l'Extrême-Orient, toutes les nations guerrières qui vont s'auto-détruire dans la plaine de Megiddo en Israël. Chez vous. Parfait. Après, il n'y aura plus d'armes, il n'y aura plus de guerriers. C'est ça. On aura la paix. Le combat, c'est ça, faute de combattants. Bon, moi, j'ai lu tout le livre, La dernière valse. Hein? Ça, oui. Et ça trouble beaucoup, là. Oui. Quand tu penses à ça, c'est plus de garrocher, là, quand tu lis tout ça, là. Ah oui. Puis, il dit là-dedans que faut que tu changes ton argent en or, mais surtout pas dans les banques. Parce que les banques vont être au courant des acquis que tu as.
Exactement. Mais où est-ce qu'on peut changer l'or à part que dans les banques? C'est une très bonne question. Bonne question. Je connais, moi, à Montréal, je ne sais pas si tout récemment, ils en ont encore, mais il y avait chez Guardian, au coin de Beaverhall, ils n'en ont plus. Il y a également un autre endroit, de Sainte-Catherine, de Peel. Oui, il y a plus. Mais je crois que ça devient difficile de se trouver de l'or de cette façon-là maintenant. Il n'y a plus aucun endroit au Québec où il y a de l'or, mais vous pouvez toujours en faire la demande dans une banque, et la banque la fera venir de l'Ontario. Parce qu'au Québec, il n'y a plus d'or liquide, au cas où il arriverait une révolution subite, là, inattendue, parce qu'ils ne savent pas ce qui s'en vient au Québec. Et à ce moment-là, ils ne veulent pas que des Québécois puissent appuyer une nouvelle valeur monétaire québécoise sur de l'or, parce qu'il n'y en aura plus du tout nulle part. On ne pourrait pas fermer nos frontières, empêcher la Brinks de sortir notre or. Il n'y en a plus au Québec. Il n'y a plus d'or au Québec, sauf peut-être à quelques endroits bien cachés. Mais pour le public qui veut avoir de l'or, est obligé de demander, ça prend une semaine ou deux avant que l'or revienne de Toronto. Chose curieuse, n'est-ce pas? Alors qu'il y a un an encore, il y avait de l'or au Québec, justement à la Guardian Trust de Montréal. Salut Saint-Jean, quoi. Mais il y a un tuyau, madame. Il n'y a pas que l'or, il y a les métaux précieux, il y a l'argent qui est intéressant à acheter maintenant, parce que l'argent va prendre de la valeur. Et les diamants, mon cher. Également. Les diamants, oui. Parce que ça servira à faire du troc. Vous aurez deux choix. Ou bien vous aurez pris la carte de débit et vous serez dans le système et vous achèterez et paierez avec la carte. Ou alors vous serez en marge du système et là vous ferez du troc. Donc, vous donnerez soit des montants d'argent en échange d'une marchandise, ou vous donnerez des marchandises contre des marchandises. C'est ça. Si vous voulez être libre, à ce moment-là, il faudrait être en dehors du système. Il faudra, il faudra refuser la carte, mais il faudra vous être débrouillé pour être autonome à ce moment-là, en compagnie d'autres personnes. Mais si vous attendez à la dernière minute pour faire cela, il sera trop tard, vous n'y arriverez pas. Donc, l'idéal actuellement, c'est bien sûr, c'est de se procurer des biens matériels. Et c'est un bon conseil que je vous donne, parce qu'avec la récession que nous vivons, c'est là qu'est le problème, c'est que les gens veulent plus dépenser une scène parce qu'ils ont toute peur que tout s'écroule. Oui, mais si tout est pour s'écrouler, vous êtes encore mieux d'aller chercher des biens qui sont durables. Et les meilleurs biens, c'est bien sûr pas des ranchs et puis des tournevis, mais c'est de la nourriture que vous achetez, de la nourriture non périssable qui est actuellement à des prix très raisonnables. Mais dans quelques années, il y aura une famine, il y aura un manque de nourriture et à ce moment-là, ça sera très utile. Attendez, j'ai pas mon béret blanc encore, hein, mais je parle quasiment comme les autres. Là. Richard, oui, c'est important d'avoir de la nourriture d'accumuler. Lui, Ramta dit pour 2 ans. Oui. Mais ce qui est très important aussi, c'est de se donner les moyens de son autonomie, comme nos grands-pères avaient cette autonomie, cette autosuffisance sur leur terre. Ils étaient capables de tout faire, seuls ou en compagnie de leurs voisins. Il faut retrouver cette capacité d'assurer sa subsistance sur des lopins et aussi réapprendre à vivre avec moins. Moins de trucs électriques, moins de gadgets à gauche et à droite. Réapprendre à vivre avec plus de simplicité. Et être capable de tout faire, en définitive. Donc, redevenir de parfaits bricoleurs. Oui. Et vous savez, nous sommes en guerre. Dans le journal La Presse, tiens, incroyable, mais vous l'avez vécu, vous l'avez vu. Dans le journal La Presse, la guerre, elle est déclarée. Nous sommes en période de guerre. Et lors de la dernière Grande Guerre, qui s'en sortait mieux? C'était les cultivateurs, les gens qui vivaient sur une ferme. Eux autres, ils continuaient à manger, puis à se débrouiller très, très bien, comme dit Laurent, avec d'autres voisins. Il y en a qui avaient plutôt tel type de nourriture, l'autre avait cultivé tel autre type de légumes, et ils faisaient des échanges. Puis eux autres, ils se débrouillaient pas mal mieux que les gens dans les villes. Et c'est curieux, parce que dans les textes sacrés, ils nous disaient, fuyez les villes en séjour, allez dans les montagnes. Hein. Parce que dans les villes, quand il n'y aurait plus rien dans les épiceries, puis que le monde du Canada et les Québécois sont habitués d'avoir bien de la nourriture, ça va être la révolution. Oui, c'est surtout en Europe et puis au Moyen-Orient, la Méditerranée, c'est là-bas que le conflit est localisé. Là. Mais aujourd'hui, on pouvait voir, tu parles de journaux, on pouvait voir dans le Devoir titré « La guerre, la fin du monde en direct ». La fin du monde en direct sur CNN. Oui, c'est ça. Aujourd'hui dans le Devoir. Ah, ben c'est beau. Enfin, ils ont compris. Ils parlent comme nous, on parle depuis 10 ans. Quand on leur dit un jour, vous verrez en direct sur CNN. On dit, vous vouliez vivre à l'époque de la révélation, l'apocalypse. Apocalypse, ça veut dire révélation. Mais vous l'avez, là. Bon, n'oublions pas que ce que nous disons actuellement est enregistré un samedi soir sur la rive sud de Montréal, précisément le samedi 25 janvier 1991. Et que si des choses se produisent en mai, qu'on ne nous dise pas après, ah oui, ils le disent, mais ils le disent après. Mais OK. Oui, je peux juste faire une parenthèse ici, parce que quand même tout ceci est annoncé dans l'Apocalypse de la façon suivante. Aujourd'hui, au moment de la sonnerie de la première trompette, on est dans ce temps-là, qui annonce une grêle extraordinaire provoquant des blessures sanglantes. La terre est livrée aux flammes.
par cette grêle mêlée de feu qui déclenche des incendies. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans le Golfe, si on prend pour acquis que la grêle, c'est une grêle d'obus, de bombes, de missiles, etc., qui déclenche des incendies. Suit ensuite la deuxième trompette qui aura pour conséquence d'empoisonner le tiers des créatures marines, donc marée noire, et le tiers est de détruire le tiers des navires, donc ils vont probablement foutre le feu au pétrole. C'est fait? Oui. Bon, en tout cas, il va y avoir quelque chose, ça va vite, ils sont en train de me rattraper dans les textes. Ah ben oui. Je me dépêche. Et troisième trompette, donc c'est... ici, ce sont les eaux de source et de rivières qui sont empoisonnées. Et on en parlait tantôt là du danger de la nappe phréatique là, qui soit polluée. Ça, c'est au moment de la troisième trompette et elle fera périr un grand nombre d'hommes, les sources polluées. Et à la sonnerie de la quatrième trompette, c'est le tiers de la lumière des astres qui s'éclipse. Elle est frappée, cette lumière-là, et le jour perd le tiers de sa clarté. Donc ça pourrait être suite à l'explosion des 1000 puits de pétrole koweïtiens qui créeraient donc cet immense nuage de fumée, de suie qui envelopperait la Terre. L'hémisphère nord, oui, particulièrement. Alors on est justement dans ce temps-là de ces catastrophes-là annoncées par les trompettes de l'Apocalypse. Il en reste 3 après qui sont, elles, des grandes épreuves, des grands moments de souffrance pour l'humanité, dont la 5e trompette donc, qui suivra ces désastres écologiques qui annoncent donc l'invasion d'OVNI. Et l'invasion d'OVNI, là, le puits de la fournaise est ouvert, le puits de l'abîme est ouvert, les sauterelles en sortent, elles envahissent la Terre, et probablement qu'elle va prendre l'humanité en otage au moment de cette guerre. On va voir des choses extraordinaires. Là. Et ensuite, la 6e trompette, c'est donc la grande guerre, le déferlement des 200 millions d'hommes en armes qui viennent d'Extrême-Orient, qui franchissent le Tigre et l'Euphrate, donc l'Iran, l'Irak, pour aller marcher sur Jérusalem. Et ensuite, à la 7e trompette, c'est l'accomplissement du mystère de Dieu, qui est donc l'enlèvement des justes, ou l'enlèvement de l'Église, ou l'enlèvement de la communauté messianique, etc., différents noms que l'on donne à ceux qui seront chargés de réensemencer la terre par la suite sur les nouveaux cieux, nouvelles terres, là, les 144 000. Voilà où on en est dans la chronologie ou le scénario apocalyptique actuel. Vous voyez qu'on est très proche de ces 4 étapes, des 4 premières trompettes qui vont sonner et qui annoncent ces désastres écologiques suite à cette guerre du Golfe. Ensuite, l'invasion d'OVNI. Les chrétiens, les juifs et les musulmans attendent le Messie, tous les 3. Les 3 grandes religions monothéistes attendent la venue du Messie. Mais là, la grande farce du siècle... Même les hindous aussi, ça en fait 4. La grande farce du siècle, ça va être quand les 3 vont découvrir que c'est le même qui est les 3. Ils en attendent 3, différents peut-être. Mais quand ils vont s'apercevoir que c'est le même gars qui arrive, en disant, oui, vous vous battez tout en mon nom. Ah ben tiens, ils vont finir par comprendre. Quand il arrivera, lui, je pense que les combats seront terminés, faute de combattants. Toutes les nations guerrières auront été exterminées dans la bataille d'Armageddon. Ouais. Les nations guerrières, parce que ceux qui ne seront pas guerriers ne seront pas exterminés. Oui, c'est pour ça qu'on n'avait pas intérêt, nous, le Canada, à mettre les doigts dans l'engrenage, parce que ça va nous coûter un bras. C'est pas bon, puisque c'est en fait les nations qui seront entrées dans cette guerre-là, et on aurait encore le temps de se retirer, parce que les nations qui vont être jugées, c'est dans leur position face à Israël. Oui, c'est pas encore contre Israël, mais ça pourrait devenir. À la fin des temps, toutes les nations se retournent contre Israël. Pas toutes. Il y en a quelques-unes, je peux en nommer une, l'Égypte. Il y a 2 ou 3 nations, effectivement, qui maintiendront leur alliance sur une bonne 50aine, pour dire... L'Égypte, en grande guerre. L'Égypte reste du côté d'Israël. Elle est remerciée par Yahvé dans les textes pour avoir été fidèle à sa promesse et à son alliance. Ces pays qui vont être rasés et totalement dépeuplés, à la fois donc l'Irak, le Koweït, l'Arabie Saoudite avec les lieux de l'islam et la Jordanie. C'est malheureux, mais ça va être catastrophique. Tout va être dévasté. Ah oui, tout va être dévasté. C'est ce livre sur les services secrets d'Israël qu'on appelle Mossad. Un agent des services secrets israéliens parle, puis il dit même, les États-Unis sont-ils manipulés par Israël? C'est lui ici qui a écrit ça. Ça a été publié au Québec, au Canada. De toute façon, c'est de la nourriture morte, ça. Ce qui est ésotérique est caché, mais tout ce qui n'est caché n'est pas ésotérique. Oui, c'est assez incroyable de voir le parallèle entre les deux. Hein. Alors, d'un côté, c'était 1991, de l'autre, c'était 2020. 2020-21, on est en décembre. C'est pour dire à quel point, il y a 30 ans, on dévoilait déjà le plan de ce qui était pour se produire. Il n'y a pas seulement Serge Mona, hein.
Mais dans le effectivement. livre La dernière valse des tyrans, c'était clair, et Laurent Bégin en avait fait même des conférences à Québec et à Montréal avec le livre pour expliquer ce qu'on vient d'entendre. C'est incroyable, hein? Alors, de Serge Mona, on revient à Mona. Oui, c'est intéressant. Ben, tu sais de qui je parle aussi, Serge Mona, hein? Oui, un petit peu journaliste politique international. Oui, c'est ça, d'enquête internationale. Puis aujourd'hui, il est vraiment, vraiment écouté parce que il est mort, hein, il y a déjà longtemps. Il est très à point. Tout le temps, très, très à point. En fait, il était plutôt en avant de son temps dans sa période de temps. Ben, toute mon émission était pour amener des gens, des précurseurs. Bernard de Montréal, que tu as bien aimé, c'était très précurseur aussi. Aujourd'hui, les gens commencent à le découvrir, commencent seulement à le découvrir. Et Serge commence à traverser les frontières américaines surtout, parce que ses livres ont été traduits en anglais. La seule place où il a fait une entrevue de télévision, c'est avec Richard Glenn pendant une dizaine d'années. Wow. Parce qu'il ne pouvait pas passer ailleurs. Personne ne croyait à ce qu'il disait, puis tout le monde trouvait que c'était un peu sauté, un peu luberlu, mais qu'est-ce que tu veux? Il y a 40 ans, on était un petit peu des fous là, pour le monde. Oui, mais j'en ai eu une bonne gang parce que quand je faisais des chiards de Richard au cégep de Maisonneuve ou à l'Université Laval de Québec, c'était plein. Fait qu'on répétait des fois la même rencontre 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ça a été même jusqu'à 6 fois avec les mêmes invités pour présenter un sujet. Souvent, c'était autour du phénomène extraterrestre parce que c'est un dossier extrêmement important. Et d'ailleurs, sur la fin de l'émission, Mona, on va se quitter avant, là, mais on va continuer à se parler un petit peu. Je reçois Yann Vadnet, du Garpan, qui, lui, a organisé, à cause du confinement, un congrès Cross Canada, Coast to Coast. Alors, d'un bout à l'autre du Canada, tous les ufologues qui ont œuvré dans le domaine de l'ufologie entre l'Atlantique et le Pacifique, pour se rendre compte que ces ufologues-là, ben, ils ont fait avancer la conscience du public canadien. Surtout, tout est en anglais. Même Richard Glenn, j'ai été obligé de parler. In English, yes, my experimental esoterism. Pour parler d'ufologie. Ah oui, good for me. And, puis pour le public anglophone, il y en a qui m'ont découvert pour la première fois, là, parce que c'est ça. Alors, j'ai un ami qui a eu une expérience très particulière. Ça, s'il veut en parler, je pourrais te mettre en contact avec lui. Il a été témoin pendant toute une nuit d'un vaisseau extraterrestre en contact avec lui au-dessus du lac Simon dans le coin de Saint-Jean-Port-Joli. Il y a eu, puis il était jeune, il y a une vingtaine d'années de ça maintenant. Il y a eu la chienne de sa vie, mais en même temps, il a pris conscience que ça existait vraiment. Puis il était sous contrôle d'eux autres. C'était assez sauté parce qu'il y avait accès à Internet, le téléphone. Il m'avait laissé un message. Mona, si jamais tu m'entends, faut que tu me rappelles. Mais je pouvais pas le rappeler. Ils ont coupé communication pendant plusieurs heures. Et quand ils se sont retirés, toutes les communications sont revenues puis il a pu rappeler le monde. Il avait réussi à laisser 2-3 messages avant qu'il coupe. Si jamais tu veux, lui, il a vraiment vécu ça, là. Puis sa maman, qui a 84 ans aujourd'hui, quand lui, il en a parlé à sa mère lui répond, bof, c'est pas la première fois que ça arrive, mon garçon. À Saint-Jean-Port-Joli. Non, mais c'est vrai, pour des gens, là, surtout du terroir, pour eux, ça fait partie de leur expérience de vie, j'allais dire presque traditionnelle, là. Oui. Alors, depuis ce temps-là. Oui, on est à l'époque de Noël où il y avait les anges qui circulaient au-dessus des champs des bergers pour les attirer vers la crèche. Que les rois mages ont suivi l'OVNI qui passait dans le ciel et qui leur montrait le chemin, puis il s'est arrêté au-dessus de la crèche. C'est pas une étoile dans le fond du ciel, ça, là. C'est une drôle d'étoile. Oui, c'est ça, hein. Alors, avant qu'on se quitte, Mona, je suis très content de notre rencontre. Est-ce que tu aurais quelque chose que tu aimerais nous dire? J'ai ça parler de même, allez-y. La 5e race racine sur la planète, faut que ça déménage, là. Ce qui nous tire par en arrière, c'est un manque d'évolution au niveau humain. Donc, c'est fini l'évolution, c'est fini, là. Ça fait 4000 ans qu'on se tape ça minimum, là, d'évolution. Là, on rentre dans ce que le monde appelle l'apocalypse, qui sont, à mon avis, que de la révélation, des révélations. On commence, ça se dévoile, là, on voit qui mène
qui mène voyons, excusez-moi, ça arrête pas Le de m'écrire. théâtre de marionnettes. Ah, la marionnette. Alors, ça, c'est une chose. Mais ce qui manipule ici, manipuler, c'est une chaîne de manipulation. Ouais. Mais à un moment donné, tout ça doit être nettoyé. Et pour pouvoir nettoyer, il faut que la 5e race racine soit nettoyée sur la planète. Puis j'aime pas ça parler de ça parce que ça fait peur au monde. Puis ça se peut même que j'y passe moi-même. Je le Et sais quand pas. tu dis race, il faut comprendre qu'on parle pas nécessairement des blancs ou des noirs. Non, ou des ça n'a rien à jaunes, voir avec les blancs et les jaunes et noirs. Non, ça a non, rapport avec le c'est- système neuronique. C'est des Les neurones. étapes des époques, hein, comme les yugas, pas les yogas, là, toi t'es bonne en yoga, mais les Les yugas, yogini. Y-U-G-A. Les yugas, c'est-à-dire des airs. Là, nous, on parle de l'ère du Verseau, là, qui devrait commencer bientôt. Qui rentre, là, ouais. C'est ça, l'ère de la communication, de la fraternité. Moi, je suis Verseau. Toi, t'es de quelle fille? Ah. Toi, t'es de Moi, je quelle... suis cancer. Je suis un cancer. Ah, le cocooning, la maison, ben oui. C'est ça, tu Oui, t'installes chez t'as vous. de l'enveloppe. T'en veux-tu? T'en as. Puis moi, ben, Un c'est la petit peu trop des communication, hein, depuis le temps. Puis moi, mon conjoint est Verseau, puis mon ancien conjoint de 12 ans. J'ai eu deux grandes relations dans ma vie, c'est 2 Verseaux. Bon, tu vois. Puis si tu me demandes pourquoi je me tape un Verseau, parce que la polarité du Verseau, c'est quasiment le cancer, ben ça me répond le passé puis le futur annulé, vive au présent. Parce que le Verseau, ça vit dans le futur, ça vit dans des projets. Atterrir dans la forme, c'est long. Oui. Moi, j'ai 2 pieds dans le gazon, là, puis dans le béton. Fait que c'est comme une jonction entre les deux polarités qui fait qu'on trouve notre centre. Fait que moi, j'ai une belle relation aujourd'hui avec mon conjoint parce qu'on a réussi à comprendre ça, puis à pas se faire de guerre. Au contraire, c'est des bien. forces. Des fois, lui, il fly trop. Je dis là, chérie, c'est bien beau ici, là, faut que tu atterrisses ça, là. Amène ça ici. Ça a du sens, tu sais. Puis là, des fois, il me dit, ben là, t'es trop dans terre à terre, mon amour. Monte un peu. Bon, Plus ben, loin. c'est bon. C'est bien. Mais tout ça pour dire que ce que je vois, 5e race racine, c'est plutôt une race racine. Tu sais, on a parlé des Limuriens, on parlait c'est des races racines. Là, on est rendu à 5e race racine qui prend fin, 4e, 5e race. Parce qu'il y a encore de la 4e race racine, des reptiliens, des néliens, toutes sortes d'affaires, là. Bye bye. Puis Bernard parlait déjà de la 6e race. Ben, moi, je considère que je suis un hybride de la 6e race qui commence, puis il y en a bien d'autres. Moi, j'ai 2 garçons. J'en ai un qui c'est clairement 6e race racine, le plus jeune. Il est inébranlable. Vous devriez voir ça, mais c'est beau. Il est non influençable. Même moi, j'arrive pas à l'influencer. C'est-tu d'un mixage de toi avec ton mari vietnamien? Ben, moi, je les ai pas accouchés, mais c'est un métissage pareil. Moi, Ah oui. j'ai adopté ces enfants-là à 4 ans et 6 ans avec leur père, leur maman est québécoise, puis malheureusement, leur mère a perdu la santé mentale en accouchant du deuxième en psychose postpartum. Alors, c'est une forme de schizophrénie qui s'est développée. Mais ceci dit, c'est comme c'est le même métissage. Oui, maman blanche, papa asiatique. Puis le deuxième, il est clairement de la 6e race, c'est clair. Tellement intelligent, c'est tellement le fun. C'est un petit gars, 21 ans. Extraordinaire, droit comme un i, honnête, intègre. Oui. Ben, c'est Facile ça. à... Avec l'ère du Verseau, avec la révélation de l'Apocalypse, on ne pourra plus cacher quoi que ce soit. Que ce soit grâce aux technologies modernes, avec des caméras de surveillance, avec des tops d'écoute partout. Pas grave. On va être forcé par en bas de s'adapter à une amélioration de la société qu'on attendait depuis longtemps d'en haut. Mais c'est pas juste les belles intentions qui fait d'en faire les pavés de bonnes intentions. C'est quand on les force obligés, ils vont y arriver par en bas. Ils sont pas arrivés par en haut, ça n'a pas été la descente de l'Esprit Saint d'en haut, ils vont le vivre par en bas, puis à un moment donné, ils vont faire la connexion avec l'Esprit Saint. Exactement. Ah oui. Ben, c'était une belle rencontre, mon âme. Moi, je suis vraiment content. Oui, comme tu dis, comme tu fais. Un plaisir, Richard. Oui. Les gens, ils font ça, ils savent pas ce qu'ils font, mais je peux peut-être les instruire s'il y en a qui le savent. Oui, dis-nous donc ce que c'est ça le yin, le yang réunis au centre du corps. Les polarités au centre. Puis et c'est au niveau du front, au troisième œil, les pouces en appui au troisième œil. Et je m'incline en disant, je te donne le meilleur de moi-même en reconnaissant le meilleur de toi. C'est ça que ça veut dire. Namasté. Namasté. Bonne soirée, Richard. Namasté, beaucoup. Et on va retrouver Yann Vadnet maintenant pour nous parler. Social respecté, hein? Alors ça s'est fait par Internet. Et tu as une grande nouvelle à nous apprendre pour demain, dimanche le 6 décembre. Explique-nous de quoi il s'agit. Oui, bonsoir à tout le monde. En effet, ce à quoi fait référence Richard
il y a 3 semaines, on a fait un événement important. Ça s'appelle le 2020 Canadian UFO Summit. En français, c'est le sommet de l'ufologie canadienne de 2020. Alors, ouais, on a rassemblé 21 participants d'un bout à l'autre du Canada. C'est un événement uniquement anglophone. Et puis, comme on voulait offrir un bon produit, on l'a retiré du web, on a fait un bon montage et ça sera remis en ligne ce dimanche demain. Est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va être disponible pour tout le temps à partir de demain, dimanche le 6 décembre? Oui, c'est gratuit sur Internet, comme que nous l'avions dit. Oui, j'insistais sur le point, ça va être donc ce congrès disponible à tous gratuitement et en permanence sur YouTube. Oui, tout à fait. Okay. Donc, c'est une grande première, dimanche le 6, mais après, les gens pourraient le regarder le lundi, le mardi, dans 2 mois, 3 mois, il va être là. Mais écoute un peu, là, 2020, c'est en anglais, ça, là. Est-ce que c'est un congrès qui est anglophone? Parce qu'on sait qu'au Canada, il y a 2 langues officielles, le français et l'anglais. Mais j'imagine que si tu vas d'un océan à l'autre, il n'y a pas beaucoup de francophones à travers toute la grandeur du Canada, là. C'est bien vrai. L'objectif, c'était de rassembler l'ufologie canadienne, puis aussi faire quelque chose qui ne s'était jamais fait. Alors, habituellement, les congrès ufologiques au Canada sont toujours partisans. Auparavant, c'était le MUFON, qui invitait les gens du MUFON. Alors qu'au contraire, l'ufologie, il y a tellement de perspectives différentes qu'il est important d'entendre les uns et les autres. Et puis, là, je l'ai fait en anglais pour rassembler le plus de gens possible. Donc, il est en anglais. Et oui, les Québécois se sont forcés à baragouiner un peu d'anglais, et puis le résultat est fort acceptable. Oui, en passant, j'ai participé à ton congrès sur ton invitation, que je te remercie beaucoup et que j'apprécie beaucoup. Parce que moi aussi, je suis pas, même si je fais une émission depuis 45 ans, c'est pas me mettre en valeur. Et quand on me demande à moi de m'expliquer dans mon domaine, et d'ailleurs, mon domaine, c'est pas directement seulement l'ufologie. Ça passe à travers l'ésotérisme de l'ufologie, ce qui est réservé à des initiés, donc dans l'enseignement ésotérique. Mais en ufologie, j'ai fait dans les premiers temps de mes émissions beaucoup de reportages sur les témoins qui se gênaient pas de se montrer à la télévision avec leur vrai nom et tout. Et ça a basculé parce qu'à peu près dans les années 80-90, là, les gens voulaient plus être... Non, je veux pas qu'on me reconnaisse. Non, je veux pas que tu donnes mon nom. Et c'est ça que j'ai hâte de sentir à travers ton activité qui est extraordinaire. Là, parce que c'est une première, ça, là, réunir l'ufologie pan-canadienne. Je sais pas, au Québec, on en a beaucoup. Et on en a beaucoup eu d'ufologues. Il y en a même un qui, à un moment donné, vient de dévoiler qu'il a menti durant tout le temps qu'il se présentait comme ufologue. Et puis, il y en a un autre qui était allé chez les sceptiques du Québec, qui s'appelait Claude Macduff. Après ça, on a François Bourbeau qui a lâché des pierres dans la mare des médias. Il y en a beaucoup comme ça qui, on dirait, virent leur chemise de bord à un moment donné. Ils sortent. C'est pas nécessaire de tourner autour du pot et de tourner le fer dans la plaie, mais à travers le reste du Canada, à part de MUFON, il se passe beaucoup de choses. À part de Chris Rutkowski de Winnipeg, qui envoie des rapports entre autres, aux médias à travers tout le Canada, tous les ans, le rapport ufologique du Canada, c'est lui qui fait ça. En dehors du Québec et de Chris Rutkowski, qui d'autre tu nous présentes dans ce congrès-là? Parce que 21, c'est quand même beaucoup de monde. Hein? Ah, tout à fait. Richard a raison de mentionner qu'effectivement, c'est au Québec qu'il y a le plus d'activités de gens qui se sont intéressés à l'ufologie et qui s'intéressent toujours. Nous sommes plus nombreux, il y a plus de groupes. Par contre, au Canada, il y a quand même, entre autres, 2 noms très importants. Il y a le groupe qui existe depuis 1996 qui s'appelle UFO BC. Qui sont une association légalement enregistrée qui respecte les règles, c'est tout à leur honneur, et qui font d'excellent travail. Ensuite de ça, il y a aussi, c'est plus un indépendant, mais il s'appelle Chris Tillis, c'est quand même un ufologue international, qui s'occupe aussi, il est en relation avec le musée de Shag Harbor, le musée de l'incident célèbre ufologique en 1967. Puis en Nouvelle-Écosse, il y a, et maintenant aussi le Nouveau-Brunswick,
l'an passé, Stanton Friedman qui est décédé, mais là, il y a beaucoup d'activités avec ces archives. On parle de 8 camions d'archives qui ont été récupérés par les archives provinciales du Nouveau-Brunswick, ainsi que par le Fredericton Regional Museum, qui font une exposition juste pour lui. Il faut toujours regarder ce que les ufologues ou ceux qui parlent au nom de l'ufologie, qu'est-ce qu'ils ont fait réellement? Sont où leurs travaux? Est-ce que c'était de qualité? Sont-ils disponibles? C'est de l'ivresse? Est-ce que c'est vidéo? Et puis tout à l'heure, Richard t'a mentionné, toi, à la fin des années 70, au début des années 80, tu as fait beaucoup d'investigations. Puis ça, je suis au courant de ça. C'est pour ça que je te respecte en tant qu'ufologue, parce que tout ufologue qui n'a pas commencé par faire beaucoup d'investigations puis faire de bons reportages, de bons résumés, manque la base. Alors, on peut écouter ces gens-là autant qu'on veut, mais il manque carrément la base qui est l'investigation auprès des témoins. Lorsqu'on a cette expérience-là, l'ufologie, ce n'est pas du tout ce que les films ou les médias nous disent. C'est vraiment autre chose. Puis pour le savoir, il faut écouter les investigateurs en ufologie. C'est ça. Ben, écoute, bravo, je te lève mon chapeau, Mathieu. On est à l'époque de Noël, il faut comprendre, si les gens nous regardent dans 6 mois ou dans 3 mois, on est à quelques jours de Noël et on est au mois de décembre. Alors, c'est assez formidable, ton expérience t'a amené à réaliser ton rêve. Est-ce que l'attente que tu avais vis-à-vis de la communication de chacun des ufologues a répondu à tes espérances? Et qu'est-ce que tu retires de ça? Ça, évidemment, on va en parler ensemble la semaine prochaine dans l'émission régulière d'ésotérisme expérimental, dans le ésotérisme qu'on appelle le vidéo Randia numéro 50. Quand on est rendu à 50 sur 52 semaines, c'est qu'on est vraiment rendu à la fin de l'année 2020. Tout à fait. Alors, est-ce que ça répondait à ton attente? En effet, on est bien content de cet événement-là, du sommet canadien de l'ufologie. Par contre, pour moi, c'était quelque chose de juste simplement amusant, sans stress. C'est pas une super grosse réalisation. C'est important pour la communauté des ufologues qu'on se parle, mais ça restait quand même incomparable avec d'autres événements que j'ai faits par le passé et d'autres qui s'en viennent dans le futur, à savoir les colloques académiques en ufologie. Là, on parle d'événements à l'université scientifique. Là, c'était plutôt pour mieux apprendre à se connaître les uns les autres et que le public a une vision générale de ce qui se passe en ufologie au Canada. OK, mais toi, est-ce que les ufologues ont répondu à ton appel avec l'information que tu espérais qu'on reçoive? Parce que j'ai écouté, moi, le direct au moment où ça s'est passé pour la première fois, et c'est étrange, il y avait d'un extrême à l'autre, des gens avec un cas, des enquêtes qu'ils venaient de réaliser, et d'autres, c'était plus philosophique, c'était plus global, avec un certain recul pour dire oui, l'ufologie, etc. Il y a un peu une variété de dimensions qui sont présentées dans l'ufologie. Le sujet était libre, c'était sans contrainte, c'était là pour qu'on s'amuse. Nous proposions aux gens de se présenter s'ils n'étaient pas si connus, ou sinon de présenter un sujet en particulier. C'était libre à eux. Oui. Alors, tu avais des vieux, comme moi, qui sont là depuis de très nombreuses années, et des jeunes qui ont très peu d'années d'expérience, mais quand même, ça vibrait. J'ai aimé l'ambiance, j'ai aimé de sentir que d'un bout à l'autre du Canada, on est capable de parler de quelque chose, comme tu dirais, fraternellement, sans se prendre pour d'autres, et puis sans imposer de vérité. Justement, il n'y a pas de mouvement sectaire dans ce que tu as reçu. C'était très intéressant. Alors, merci beaucoup, Yann, de nous présenter ça maintenant gratuitement à tout le monde. Ça a toujours été gratuit, même la première journée, c'était gratuit. Et on se revoit donc dans le vidéo Randia de la semaine prochaine. Ça t'a entendu? Parfait. Merci. Bonne soirée. Nous venons de voir et d'entendre dans le cadre d'ésotérisme expérimental le vidéo Randia du samedi soir. Les décorations de Noël sont installées devant le Mont Saint-Hilaire à Belleuil. Le vidéo Randia du samedi 5 décembre 2020, le numéro 49 pour la 49e semaine de l'année.
et le Mont-Saint-Hilaire étaient disparus. Conception, animation et montage, Richard Glenn, directement de Mont-Saint-Hilaire. Notre invité, Manon Hébert, la directrice du Centre de yoga et de pilates. Du yoga au yuga, on a compris le sens que nous vivons présentement, le Kali Yuga, oui, l'un des cycles terribles de la tradition orientale. Ne manquez pas d'aller lire le complément surprenant disponible juste ici dans le premier commentaire en bas. La musique qu'on entend à l'occasion de Daniel Morancy, supervision technique Emmanuel Stéphane et grâce à Donald, nous avons accès à nos archives. Recherchiste Louis Ferland, à la régie Spirale. Et oui, dans la salle du club créé du mois de novembre, la salle 11, il y a bien sûr Roxane avec un exposé extraordinaire sur la physique quantique appliquée à la société d'aujourd'hui. Georges, qui a survécu aux requins du Pacifique, a aussi survécu aux requins de la finance. Nous avons aussi 1 heure avec Serge Mona et un téléphone indiscret avec Jean Deflore. Voici maintenant des suggestions extraites de nos émissions passées sur YouTube et prenez bonne note des 2 adresses ici mentionnées. Au cas où. Merci pour le petit pouce par en haut. Bonne semaine.